qui du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus. Comme tous les mardis soirs, c'est l'heure de parler sport sur la fréquence 106.6. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, ce n'est pas le vétéran habituel de l'émission qui anime l'heure qui nous attend. En effet, on peut dire que j'ai fait une forme de coup d'état et c'est moi qui prends les commandes de l'émission ce soir. Et pour ça, j'ai la chance d'être très bien entouré avec des habitués, des tauliers du CSC. On a personne d'abord sur ma droite de Marin. Marin, comment vas-tu ? Comment tu le sens là ? Bah écoute, ça va super bien. Je le sens bien, je te sens confiant Loïc. Donc je pense que cette émission va se passer parfaitement. On va continuer sur ma droite avec là aussi un habitué du CSC, Augustin. Comment ça va ? Et voilà quoi. Eh ben écoute, je vais très très bien. Habitué, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait une petite année que je suis ici. On a eu une belle soirée de Ligue des Champions avec quelques buts. Donc très content d'être ici pour débriefer de tout ça. Une belle soirée de Ligue des Champions. Je sais pas si ce sera partagé par Malo, à voir. Mais Malo, comment vas-tu ce soir ? Non, moi au top, malgré les résultats de ce soir, mais on fait avec, hein, c'est la vie, c'est le football. Et pour finir, Martin, à la régie, comment vas-tu ? Et merci pour ce petit coup de main. Bonsoir à tous. Comme Augustin, très heureux d'être là pour débriefer d'une belle soirée de Ligue des Champions avec vous. Enfin, d'une deuxième belle partie de Ligue des Champions, parce que la première partie de soirée était un peu plus compliquée. C'est ça, et on a une soirée qui reste chargée avec plein de sujets évoqués, hein, la Ligue des Champions notamment, mais pas seulement. Et on va commencer assez rapidement donc avec les résultats tout de suite sur Radio Campus. Mais juste avant ça, on écoute le jingle d'Augustin. Ligue des Champions, tournée d'automne ou encore Formule 1, vous avez manqué les derniers résultats, le Campus Sport Club est là pour vous. Des mardis soirs animés comme on les aime, hein, puisqu'on commence avec les résultats de la 5e journée en Champions League, si je me trompe pas, Augustin. C'est ça absolument, une 5e journée de phase de Ligue qui a commencé à 18h45 comme on en a l'habitude avec les deux derniers au classement qui s'affrontaient, l'Ajax Amsterdam contre Benfica, et c'est donc Benfica qui s'est imposé à l'extérieur 2-0. Bon bah voilà, hein, c'est l'Ajax qui reste donc bon dernier avec 0 points. La surprise aussi de cette première partie de 5e journée, ça a été la victoire de l'Union Saint-Gilloise 1-0 à l'extérieur contre le club turc de Galatasaray. Mais l'affiche principale de cette soirée, ça a été évidemment Chelsea contre le FC Barcelone. Bon, finalement, il n'y a pas eu trop de suspense dans ce match. Chelsea à domicile qui l'emporte 3-0. Le match avait commencé avec 2 buts refusés de Chelsea pour des hors-jeu. Mais le premier but a été marqué contre son camp par Koundé à la 27e minute. Puis le tournant du match probablement a été ce carton rouge adressé au défenseur barcelonais Araujo pour un deuxième carton jaune, une faute plutôt grossière. À la pause, Chelsea devance donc logiquement Barcelone. Ils mettent un deuxième but de Estevao, puis un 3-0 pour Chelsea après l'appel de la VAR. Voilà. Est-ce que vous avez des petites remarques peut-être sur ce match Ouais, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Le Barça en LDC qui s'était déjà incliné face
face au PSG. Et là, ça a l'air encore assez compliqué. Les absents, peut-être, Malo, par exemple, t'en penses quoi? Ouais, non, le Barça, c'est assez compliqué sans leur meilleur joueur, hein, qui est Pedri. On a eu beaucoup ce débat la saison dernière, Rafinha, Yamal. Non, en fait, on voit bien, hein, c'est Pedri quand il manque. Nos Pedri, nos parties, j'ai envie de dire. Donc, Il n'y a pas Adrien pour faire des jeux de mots chaotiques, mais Malo prend la relève. on reprend le lead. Non, en vrai, c'est vrai que c'était compliqué ce match face à ce déplacement à Chelsea. En soi, c'était un peu attendu. Après, j'avoue qu'une défaite 3-0, ça fait mal, mais en soi, la victoire, elle est pas déméritée. Et il y a un autre club anglais qui jouait ce soir, si je ne me trompe pas. C'est ça, Augustin. un autre club anglais malheureusement malheureusement je ne sais pas, mais qui a perdu contre un club allemand, le Bayer Leverkusen, qui s'est imposé à l'extérieur contre City qui est sur une période un peu dans le mou, puisqu'il s'était incliné contre Newcastle ce week-end. Voilà, donc 2-0 avec un but de Schmick, notamment à la 54e minute. Concernant le match entre Bodo Glimt et la Juventus Turin, Turin s'est imposé 3-2. Ça a été un match avec pas mal de rebondissements, 5 buts au total. Le dernier marqué par Jonathan David, qui permet de ramener les siens sur le chemin de la victoire. Grosse victoire également de Dortmund face à Villarreal, qui gagne 4-0. Naples qui gagne 2-0 contre Karabakh. Naples, c'est en effet une seule défaite sur ses 19 derniers matchs à domicile. Donc Naples qui ne déroge pas à sa superbe série en gagnant 2-0. Donc. Mais ce qu'on attendait le plus, évidemment, c'est ce match entre l'OM et Newcastle. L'OM, au final, qui gagne 2-1. Newcastle qui, donc, comme je le disais, avait gagné contre City 2-1. Les joueurs de l'OM qui imitent les jeunes de la Youth League qui ont remporté leur match 2-0 cet après-midi. Ils ont donc imité les minots, si on peut dire. Newcastle a réalisé une entame plutôt tonitruante en inscrivant un but dès la 6e minute. L'OM donc menait à la pause, mais au retour des vestiaires, en l'espace de 5 minutes, un premier but d'Aubameyang à la 46e, puis 3 minutes plus tard, il double la mise grâce à un superbe travail de Weah sur le côté droit. Ils tiennent malgré tout pendant la deuxième mi-temps. Ils n'arrivent pas à faire le break. Newcastle qui pousse de plus en plus, mais finalement l'OM qui remonte à ce fameux 18e rang provisoirement, ce qui leur permettrait provisoirement d'intégrer les barrages. Mais ça, on en reparlera pendant le débat. C'est ça, il y aura pas mal de choses à dire. Et en parlant de l'OM d'ailleurs et d'une équipe française, je crois qu'on enchaîne sur la Ligue 1 et les championnats nationaux comme résultat. C'est ça, on va enchaîner sur la Ligue 1 et on va continuer sur Marseille qui a joué ce vendredi à 20h45, qui s'est largement imposé contre Nice à l'extérieur, 5-1, donc un OM en démonstration face à la réception de Newcastle ce soir. On avait également samedi le 3e qui recevait le 4e de Ligue 1, Lens, qui jouait Strasbourg et qui a gagné 1-0, un 6e succès de rang et prend donc 6 points d'avance sur la 4e place. Rennes également a gagné 4-1 face à Monaco, mais évidemment, je ne sais pas si on en reparlera dans les news, mais l'événement principal a été évidemment le retour de Paul Pogba sur les terrains. Le Paris Saint-Germain qui gagne 3-0 contre Le Havre. Et enfin, pour clôturer cette journée de Ligue 1, Lille, notre cher club, qui gagne 4-2 sur le Paris FC avec un super retour d'Olivier Giroud sur les terrains. Ensuite, en première ligue, la grosse affiche de la journée, c'était évidemment ce derby nord-londonien dimanche à 17h30. Arsenal affrontait Tottenham et a gagné 4-1.
Arsenal surclasse donc Tottenham, dominateur de bout en bout dans ce derby du Nord de Londres sulfureux. Arsenal réussit une belle opération comptable, repoussant Chelsea, son dauphin et futur adversaire en Première Ligue, à 6 points. Mais la surprise, encore une fois, en Première Ligue, a été la défaite de Liverpool 3-0 contre Nottingham Forest. Liverpool donc qui concède une nouvelle défaite. Liverpool en crise. Ouais, c'est ça, Liverpool qui n'y arrive pas, hein, alors qu'on s'attendait peut-être à une grosse saison au vu du mercato, en tout cas au vu des investissements. Je sais pas si vous avez des réactions, les gars, mais en tout cas, cette claque 3-0 à Anfield, c'est vraiment synonyme d'un mal-être. Martin, je sais pas si... Ouais. Moi, quand tu vois les images, tu sens un vestiaire démuni, qui est complètement désintéressé du foot, des idées d'Arne Slot. Et tu sens aussi un manque de cohésion dans le jeu, un manque de passes, un manque de combat. Quand un copain perd la balle, on va pas se battre pour lui. Donc, c'est dingue un petit peu. Moi, je trouve ce contraste avec l'année dernière où ils avaient l'air d'être un petit peu injouables. Ils écrasaient leurs adversaires avec une espèce d'intensité qui était assez folle et notamment une domination au milieu de terrain qu'on n'arrive pas à retrouver cette saison. Ça peut être dû à quoi, selon vous? Bah, il y a des joueurs déjà qui vieillissent. Salah de cette saison, c'est pas Salah de l'année dernière. On voit qu'en attaque, Isaac, il n'a pas réussi vraiment à s'imposer comme il aurait dû. Et donc, c'est une saison, on va dire, je pense, de transition pour un Liverpool qui a besoin de se reconstruire et qui, effectivement, n'est plus le même que celui de la saison dernière. Quand on se rappelle des 2 matchs face au PSG, effectivement, là, c'est une autre limonade. Ouais, c'est le 8e revers de Liverpool en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, c'est vraiment compliqué pour eux. Et une autre équipe pour laquelle c'était compliqué un petit peu récemment, on a été déçus des résultats, c'est en rugby, en équipe de France, mais je te laisse annoncer la suite. Ouais, pour le dernier match de la tournée d'automne, les Bleus affrontaient l'Australie au Stade de France et ils ont achevé leur campagne donc sur une victoire en demi-teinte, 48-33. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être une victoire de prestige, de quoi donner certes du spectacle pour ces 80 000 supporters, mais une victoire, on a vu l'équipe de France pas forcément briller sur le terrain, surtout en défense, encaisser 33 points, ça a évidemment rien d'anodin. Offensivement, bon évidemment on marque 48 points, notamment grâce à un excellent joueur qui s'appelle Louis Biarré. Ces prises de risque permettent certainement de marquer un certain nombre d'essais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous inquiétez de cette défense, de ce manque de... Moi, ce que je m'inquiète, c'est que j'ai trouvé l'équipe de France, le 15 de France, un petit peu à réaction. Dans les 20 premières minutes, on sent qu'on est vraiment dans le match et qu'on leur fait très mal. Et puis ensuite, dès qu'on prenait un essai, on se remettait un petit peu à jouer. On réussit à creuser l'écart dans une seconde partie, mais c'est vrai que le point de fort du 15 de France sous Galtier, ça a été longtemps un petit peu sa solidité défensive notamment, ce qu'on retrouve pas forcément en ce moment. Donc c'est mitigé. Après, c'est une belle victoire, Marin. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Bah moi je trouve que c'est une équipe qui s'est sauvée par ses individualités. C'est vrai qu'un Bielbiarré, il a été tranchant, comme Gourgue qui faisait sa première sélection et qui a vraiment fait un match exceptionnel, mais c'est décevant dans le sens où on n'a pas vu un collectif vraiment à l'œuvre. Et ça s'est vu face à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que face aux Fidji, face à l'Australie, on peut toujours se permettre des approximations. Le collectif, les individualités sont plus fortes, donc l'équipe de France finit par s'imposer. Mais face à une équipe comme l'Afrique du Sud, il n'y a pas eu photo, hein, et même à 14 contre 15, ils nous ont broyés. Donc pour moi, il y a un collectif à reconstruire. Après, il y a aussi l'absence de Dupont, tout ça, mais ça justifie pas tout. Pour moi, c'est une équipe qui s'est peut-être un peu trop reposée sur ses acquis et qui va avoir à rebâtir une cohésion plus solide si elle veut réussir à gagner. Et la prochaine échéance, ce sera les 6 nations. On va enchaîner avec les autres scores rugby, notamment l'Afrique du Sud qui termine sa tournée sur une belle note, 100% de victoire pour l'Afrique du Sud. Victoire 13-24 contre l'Irlande. On passe maintenant en Formule 1 avec un week-end assez particulier puisque la course avait lieu à Vegas et donc qui avait lieu le samedi, le dimanche pour nous Européens puisqu'elle avait lieu à 5h du matin. Un week-end considéré comme horrible par certains pilotes
Mais voilà, on va passer au résumé de la course peut-être. Une course donc qui avait lieu aux Aurores. Max Verstappen s'est imposé en effet au terme des 50 tours du circuit de Las Vegas. Il avait pris l'avantage dès le premier virage, qui avait vu d'ailleurs un certain nombre de pilotes tout simplement oublier de freiner, et a tenté de prendre le large maximum face à ses concurrents au titre. Mais le coup de théâtre a été, à la fin du Grand Prix, le fait que les deux McLaren soient simplement disqualifiés. Si Norris avait actuellement premier au championnat, il avait terminé deuxième et son coéquipier Piastri quatrième. C'était évidemment sans compter sur la vigilance des commissaires. Verdict de ces derniers, une planche trop usée. En effet, c'est 9 mm d'épaisseur minimale requise qui est requis sous la voiture, une planche en bois, ce que n'a pas été constaté par les commissaires à la fin du Grand Prix. Cela rebat complètement les cartes, puisque Max Verstappen est finalement en possibilité de remporter le championnat du monde. Si on fait un point sur le classement, Norris a 390 points, toujours premier, mais il est à 24 points sur Verstappen et Norris. Je sais pas les gars ce que vous en pensez. Si vous voyez Verstappen se prendre, je crois que ce serait son 5e titre d'affilée s'il parvient à s'imposer. Vous le voyez, vous pensez que ça rebat vraiment les cartes et que il est capable de venir titiller la première place, ou alors c'est un brin d'espoir Je pense que mathématiquement, comptablement, ça redevient peut-être un peu plus possible. Après, moi, dans la pratique, j'avoue que j'y crois pas trop et je pense que ce sera un pilote McLaren qui gagnera cette année. Alors, ce qui est certain, c'est que Norris a toutes les cartes pour gagner dès le prochain week-end au Qatar. Il lui faut, il me semble qu'il doit gagner par 2 points de plus à chaque course, parce qu'il y a une course sprint. Il doit gagner 2 points de plus à la course sprint face à ses concurrents et 2 points de plus face à ses concurrents lors de la course. À mon avis, c'est jouable pour lui s'il gagne tout simplement les 2 courses. En tout cas, il a les cartes entre ses mains. On passe à présent à la Formule 1 Academy avec Doriane Pain, la Française de 21 ans qui est devenue championne du monde lors de la Manche à Vegas en même temps que le week-end de F1. Elle devient ainsi la première femme française à remporter la F1 Academy. Pour rappel, la F1 Academy, c'est quoi ? C'est un championnat du monde composé uniquement de femmes et qui permet d'avoir notamment de meilleures opportunités ensuite en sport automobile. Doriane Pain court par exemple en partenariat avec l'écurie Mercedes. On passe à présent en tennis avec la Coupe Davis, évidemment jamais de 103. C'était la 3e fois que l'Italie remporte de suite la finale de la Coupe Davis, finale qui a eu lieu ce dimanche à domicile parce que ça se passait à Bologne. Les Italiens ont affronté les Espagnols et poussés par une ferveur italienne, ils se sont largement imposés en gagnant 2 manches à 0, il me semble. En tennis de table, pour finir, Félix Lebrun a été titré face à son frère une nouvelle fois, Alexis Lebrun, samedi en finale du Star Contender de Mascate. Au terme d'un match riche en rebondissements, Félix s'impose au final 4 manches à 3. Cela fait donc 3 succès de suite pour le cadet face à son grand frère. Merci Augustin pour les résultats, et après cette salve d'informations, il est temps de récupérer et on se sauve pour le match du PSG de demain avec Paris de Nono Lagrinta. Petit souci technique, vous l'aurez sûrement remarqué que la musique n'était pas vraiment celle annoncée, mais c'est pas grave, c'était un petit moment reggae en dédicace à la médaille de bronze historique de la Jamaïque réalisée en bobsleigh ces derniers jours. Alors on va pas trop s'attarder sur la musique, mais juste après le jingle, Marin va nous régaler avec ses news. Football, rugby, cyclisme, retrouvez toute l'actu sportive de la semaine dans les news du CSC. Et ouais, on ouvre ces news avec le retour d'une légende, la pioche. Paul Pogba est de retour.
Après avoir été écarté des terrains pendant 811 jours après sa suspension pour dopage en 2023 et des blessures à répétition qui l'ont empêché de jouer cette saison. Initialement suspendu pour 4 ans, sa peine n'aura duré que 18 mois. Pour autant, cela ne signe pas la fin des galères pour Paul Pogba, pris dans une affaire de séquestration. Il aura passé plus de temps au tribunal que sur les terrains l'année dernière. Il signe finalement en juin dernier un contrat de 2 ans avec l'AS Monaco. Pourtant touché par de nombreuses blessures, il n'avait jusqu'à ce week-end pas eu l'occasion de jouer à nouveau. Malgré une lourde défaite face à Rennes 4-1, le milieu de 32 ans n'a pas manqué de signifier son bonheur de fouler à nouveau la verte pelouse. Il a notamment déclaré dans un tweet avoir vécu une soirée inoubliable. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous croyez toujours à un retour de Paul Pogba au plus haut niveau, voire peut-être en équipe de France ? Moi, j'y crois, mais surtout j'ai envie d'y croire. Parce que Paul Pogba, je pense que si on aime le football à un minimum, on est obligé d'aimer la pioche. Après, c'est vrai qu'il va falloir voir... parce que là, il a mis déjà 3-4 mois à revenir, parce qu'il a signé, du coup, comme tu l'as rappelé, en août. En tout cas, c'est ce mercato estival. Et donc, il a mis 3-4 mois déjà pour se réathlétiser et se remettre bien physiquement, mais on sent que c'est pas toujours, c'est toujours pas ça, quoi. Il était assez lourd lors de son entrée là face à Rennes. Après, faut voir en fait sur la durée. Pour la Coupe du Monde, ce sera compliqué. Ça fait assez. Je pense que c'est assez court là le timing, le délai. Mais il a encore que 32 ans, donc à voir. Pour vous, ça va se jouer au niveau des blessures, ou alors ça peut être tout simplement une question de niveau. Pour vous, si Paul Pogba ne se blesse plus ou peu d'ici la Coupe du Monde, il y sera forcément, ou alors c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu alourdi, on le sentait pas affûté encore, mais il n'a pas réalisé une mauvaise entrée. Non, en vrai, pour moi, pour la Coupe du Monde, ça risque un peu d'être compliqué. Il reste qu'un seul rassemblement en mars. Est-ce qu'il sera pris? Est-ce qu'il sera au niveau pour aller au rassemblement en mars? J'en suis pas certain parce que bon, mine de rien, il faut qu'il montre un peu plus que ce qu'il a montré seulement contre Rennes. Après, non, je pense pas que la Coupe du Monde soit ok pour lui. Et on continue toujours avec du foot, Marin. Ouais, une nouvelle fracassante pour le football belge. DAZN, le diffuseur, a annoncé mettre fin au contrat de diffusion de la Jupiler Pro League. Un coup de Trafalgar terrible pour la Ligue belge qui se retrouve sans diffuseur au beau milieu de la saison. DAZN, qui avait acquis les droits en décembre 2024 et qui s'était engagé 5 ans de 2025 à 2030, promettait 84 millions d'euros par saison, de quoi affaiblir les finances des principaux clubs belges. On s'inquiète également pour la diffusion de la journée qui commence dans 3 jours et qui ne sera probablement retransmise nulle part. Enfin, un point plus local pour clore cette page football. Hervé Kofi, gardien du SCO d'Angers, ne jouera pas contre Lens ce week-end. Prêté par les 100 et or au club angevin, une clause de contrat lui interdit de jouer contre Lens. Auteur d'un très beau début de saison avec notamment 6 arrêts lors du match face à Toulouse dimanche dernier, c'est forcément une bonne nouvelle pour nos amis lensois. On continue avec une petite page rugby. Samedi dernier, le talonneur des Springboks, Malcolm Marx, a été désigné meilleur joueur de l'année 2025. Indéboulonnable en cette fin d'année, il a été la clé de voûte du Pack Sudaf, en particulier lors du Rugby Championship, l'équivalent du tournoi destination pour les nations du Sud. Il oppose notamment l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine. Et en 2025, il a été remporté par l'Afrique du Sud pour la 2e année de suite. Malgré sa nomination et une saison internationale de très haut niveau, comme le prouve son match face à l'Australie, le Français Louis Bielbiaré n'a pas été couronné cette année, mais figure bien dans le 15 type de l'année en tant que seul représentant tricolore. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt à donner un titre de meilleur joueur dans un sport où les potes sont si différents entre un avant et un arrière, par exemple ? Je crois qu'on avait déjà eu cette conversation dans le CSC l'année dernière, si je me trompe pas. Et moi, en tout cas, mon avis, c'est que c'est assez compliqué. C'est comme au foot un petit peu avec le Ballon d'Or où c'est quasiment impossible de l'avoir en tant que défenseur. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de mettre des récompenses avec des postes par ligne. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des postes qui sont plus impressionnants et donc c'est vrai aussi que c'est bien de les récompenser. Je sais pas ce que vous en pensez un petit peu autour de la table, mais s'il y a des avis, sinon on peut continuer directement sur les news. On peut enchaîner, toujours dans le rugby. Très bien. Puisque dimanche après-midi, l'équipe a révélé la convocation du Stade Toulousain le 8 décembre prochain devant la commission de discipline et de régulation du rugby français pour des faits reprochés de mouvements de fonds anormaux lors du recrutement de Melvin Jaminet en 2022. Toulouse risque un retrait de points du top 14 dont ils sont actuellement en tête du classement avec 2 points d'avance sur la section paloise. Une enquête préliminaire a également été ouverte par le parquet de Toulouse pour abus de confiance visant toujours le Stade Toulousain.
Déjà sanctionné d'une amende d'1,3 million d'euros, le club a annoncé dans un communiqué publié ce mardi qu'il qualifiait d'illégale sa convocation en affirmant qu'il ne pouvait être condamné 2 fois pour les mêmes faits. Comme quoi, Melvin Jaminet, il a l'air d'enchaîner un petit peu les galères. Là, déjà, la dernière fois, avec ce scandale de la story Instagram, c'est un joueur qui est toujours dans les médias. Et tu continues sur du cyclisme, ta spécialité, Marin. Bien sûr. Et on va parler de l'équipe Israël Première Tech puisqu'elle change de nom. Le sponsor principal s'étant retiré la semaine dernière. L'équipe s'appellera dorénavant NSN Cycling Team et concourra sous pavillon suisse, illustrant la volonté exprimée par son patron, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, de s'écarter de l'identité israélienne de l'équipe et de se mettre en retrait vis-à-vis de sa propre équipe. Après une année marquée par les polémiques et en particulier lors de la Vuelta où on a pu assister à d'importantes manifestations dénonçant la présence d'un sponsor très étroitement lié au gouvernement israélien. L'idée de neutralité dans le sport semble être de plus en plus lointaine. La ville de Barcelone, qui accueillera le grand départ du Tour de France en 2026, avait en tout cas affirmé qu'elle refuserait de voir le départ de cette équipe Israël si elle conservait ses sponsors actuels. Cette histoire semblait donc mal embarquée, d'autant qu'au début du mois, le co-sponsor Première Tech a annoncé se retirer avec effet immédiat. Finalement, c'est donc le principal sponsor qui se retire également. Et enfin, on va finir par une petite page de MMA avec une terrible nouvelle dans le milieu de la boxe thaï. Dans la nuit de vendredi à samedi, le combattant MMA Isaac Johnson est décédé suite à un combat en Thaïlande. Après s'être effondré sur le ring, il a été transporté à l'hôpital où il est malheureusement décédé, sans que les causes actuelles de la mort n'aient pu être précisément établies. Habitué au MMA, Isaac Johnson disputait à 31 ans son premier combat de boxe thaï dans la catégorie poids lourd. Merci Marin pour ces news, c'est toujours sympa de rester au courant de l'actu. Je suis sûr qu'on avait tous raté 2-3 infos et maintenant les gars, après ces news, c'est l'heure du débat, ce qu'on préfère tous ici je pense, et sur le sport qui remporte souvent la mise, et c'est pas pour me déplaire dans cette émission. Là en plus aujourd'hui on a des supporters de tout horizon, des passionnés, donc je vais vous demander à la fois de l'objectivité mais aussi des avis bien tranchés. Alors on va parler de l'OM, avec cette victoire, les gars, est-ce que on peut encore espérer une qualification, hein, à noter que l'OM est donc 19e avec 6 points. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, cette victoire de l'OM, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous les voyez se qualifier? Pour vous, c'est un tournant Ce qui est certain, c'est que ce match était clairement déterminant. Là, 6 points, ça leur permet de revenir un petit peu dans la course. Selon les estimations des spécialistes, il faudrait 8 à 9 points pour être barragiste. Là, il leur manque donc une seule victoire, probablement pour être barragiste et jouer la Ligue des Champions en février, ce qui sera probablement le cas contre l'Union Saint-Gilloise le 9 décembre prochain. Après, c'est sûr, le match contre Liverpool, c'est ça. Ils ont un calendrier qui a l'air plutôt clément. Martin, je sentais que tu avais quelque chose à dire tout à l'heure au début. Ouais, cette victoire pour moi c'est un vrai souffle d'air pour Marseille parce que ils font une bonne entrée en compétition avec contre le Real de Madrid où ils montrent de belles choses, etc. Et finalement tu perds alors que le Real est réduit à 10. Et là, c'est vrai que cette victoire face à Newcastle, en plus, tu renverses la situation en seconde période avec ce doublé d'Aubameyang, ça permet à Marseille de revenir dans la course. C'est ça, ce serait pas un peu la première fois de la saison que Marseille frustre une équipe plutôt que est frustré au vu du scénario du match. Donc Malo, toi tu m'avais l'air d'avoir un avis un petit peu différent des autres sur l'Olympique de Marseille. Non, sur l'OM de ce soir, ce que je pense qui est à valoriser, c'est leur seconde mi-temps. La force de caractère qu'ils ont montré, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en seconde mi-temps, ils ont été largement au-dessus. Comparé justement à la première mi-temps où dans les duels, ils s'étaient fait manger, notamment au milieu de terrain. Après, c'est Guimarães, Tonali et puis Willock, donc c'est pas non plus simple. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Augustin, l'Union Saint-Gilloise, moi je suis pas sûr que ça fasse 3 points. Après, t'as Liverpool, encore moins. En plus, je crois que le match est à Liverpool, où ils reçoivent plutôt Liverpool. Ils reçoivent Liverpool. Et lors de la dernière rencontre, tu te déplaces à Bruges, qui est le déplacement, je pense, le plus piégeux dans cette Ligue des Champions. Donc, tu as parlé de 9 points. L'année dernière, il en fallait 11. Je sais pas. Moi, il faudrait en prendre 5 en 3 matchs, avec 2 déplacements. Si c'est 11 points. Ouais. Après, ça tournera normalement à peu près autour des mêmes 9 chiffres. et 11, quoi, je pense.
Donc, Ça- Selon les dernières estimations, c'est 8-9, il disait. Ah ouais. Sachant qu'un déplacement à l'Union Saint-Gilloise, c'est pas évident non plus. C'est une équipe à domicile qui peut oui. être accrocheuse si tu tues pas le match rapidement. en plus, C'est pas évident, hein. les équipes françaises ont l'habitude de prendre de haut un peu les équipes belges. Il y a Monaco qui en a pris 4 face à Bruges en début de saison. Donc, moi, je reste un peu perplexe face à au destin marseillais en Ligue des Champions. Marin, toi, le Marseille, tu les vois se qualifier, tu les vois couler. Qu'est-ce que. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient su réagir maintenant. Je pense que c'était un peu le match où il fallait réagir parce que ils avaient fait quand même une belle entame de Ligue des Champions face au Real. Ils n'avaient pas été couronnés d'un succès, mais ils avaient montré une vraie ténacité. Et ensuite, le match face au Sporting, on a été déçus. Et puis, pareil, face à l'Atalanta, ils ont pas su proposer un jeu intéressant. Et donc là, c'est heureux de voir qu'ils sont capables de se relancer. Moi, je pense que s'ils continuent sur cette lancée-là, ils peuvent tout à fait espérer se qualifier. Et puis de toute manière, qu'on soit pour Marseille ou pas, ça fait toujours plaisir de voir un club français faire grimper l'indice UEFA de toute façon. Je sais pas si cet avis sera partagé par Malo, le Parisien, autour de la table. Moi, j'ai une autre question, un autre débat, un petit peu un débat parallèle, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est Aubameyang et finalement, plus que Greenwood, l'homme qui peut porter l'OM sur ses épaules dans les matchs de Coupe d'Europe? On parle souvent de Mason Greenwood. Aujourd'hui, l'homme qui a sonné la révolte, ça semble être Pierre-Emerick Aubameyang, et son expérience. Franchement, je suis pas sûr en soi. En tout cas, on sait que Aubameyang a l'expérience. On sait qu'il a également eu le niveau. Après, depuis le début de la saison, c'est un peu en demi-teinte le niveau d'Aubameyang. Donc, je sais pas à voir. Moi, je pense quand même que le meilleur joueur de cette équipe et sur lequel tu dois reposer tous tes espoirs quand tu es supporter à Marseille, c'est plus Greenwood. Mais c'est vrai qu'Aubameyang, on sait qu'il est capable comme ça sur des éclairs de génie, parce qu'en soi, il a le génie de marquer des buts hyper importants. Et ouais, voilà. En tout cas, le retour d'Aubameyang, pour le moment, c'est vrai que c'est assez fort. Parce qu'il partait pas pour être titulaire de base, vu que c'était Gouiri. C'est ça, Gouiri est absent. Aubameyang en profite et pour l'instant, il marque des points. En parlant de points marqués, qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu si vous avez regardé du match du titulaire surprise du soir de Barcola finalement? Barcola, à part si quelqu'un veut prendre la parole, sa première mi-temps, j'ai trouvé un peu à l'image du reste de milieu de terrain de l'OM, c'est-à-dire un peu dans les duels. Il a tenté quelque chose quand même, il a tenté un truc assez fou. Je sais pas si vous avez vu là, une simulation qui lui a valu un carton jaune, une action digne d'un briscard d'une trentaine d'années. Ouais. Mais il est quand même à l'initiative d'un des 2 buts de Marseillais. Moi, j'ai trouvé qu'il est monté en puissance comme l'OM en fait dans ce match-là. Et il a su hausser son niveau de jeu comme ses coéquipiers. Donc je trouve ça assez fort. Après, je crois que c'était 34 minutes, je crois qu'il a joué depuis le début de la saison, si je me trompe 37 pas. minutes, je crois que j'avais vu. Pour être très précis. Donc non, moi j'ai apprécié sa performance et à voir pour la suite, quoi. Et si je me trompe pas, est-ce qu'on peut se projeter un petit peu? Imaginons l'OM se qualifie, au vu du caractère qui a été montré, des différents des choix de Zerbi, etc. Est-ce que là, vous les verriez aller un petit peu plus loin que les barrages? Déjà, s'ils se qualifient, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce ne serait pas dans les 8 premiers. Ce serait arrêt obligatoire au barrage. Malo, je t'entendais dire ça tout à l'heure. Les autres, est-ce que vous partagez cet avis ou alors vous pensez que s'ils continuent de monter en puissance et de montrer des belles choses à l'extérieur comme à domicile, c'est une équipe française qui peut nous faire une petite épopée après s'être imposée contre Newcastle? Moi, personnellement, je pense que ce sera les barrages. C'est une équipe qui a montré du caractère aujourd'hui, qui s'est révoltée, mais je pense pas qu'elle soit assez sereine pour réussir à continuer avec une grande régularité. Je pense que malgré tout, ça continuera un peu à être en dents de scie, et donc moi, je les vois bien arriver en barrage. À noter aussi, je pense que mine de rien, la perte de Rabiot en début de saison, elle a fait du mal à cette équipe, et que le milieu Marseille, il en pâtit aussi. Mais c'est mon avis. Donc pour toi, c'est trop limité. Je ne sais pas si tout le monde partage cet avis autour de la table. Je pense que ça dépendra de l'adversaire. On sait que il peut avoir tout type d'adversaire là entre la 9e place et la 24e place. Même si on est là dans la deuxième partie de ces barragistes, on peut tout à fait rencontrer une équipe un peu plus faible sur le papier. Donc s'il rencontre une équipe un peu plus faible
Sur le papier, peut-être qu'on peut y croire, mais ce qui est certain, c'est que si il y a une grosse équipe, peut-être une grosse ferveur à l'extérieur, ça risque d'être assez compliqué, je crois. Ouais, c'est ça. Il pourrait avoir le Karabakh, hein, par exemple, qui a 7 points déjà. Assez surprenant. Donc, ce serait un tirage qui pourrait être clément et enclencher une dynamique peut-être. Les gars, est-ce que des choses à rajouter sur l'OM? Sinon, on peut évoquer rapidement la surprise Bayer Leverkusen qui s'est imposé à l'Etihad ce soir. Je sais pas si grand monde l'avait vu venir. Ouais, c'était un Manchester City décimé quand même. Pep Guardiola a fait rentrer à la 70e Erling Haaland et Cherki. Foden est rentré à la mi-temps, il me semble. Il a surtout fait jouer les jeunes. Donc je sais pas si vraiment c'est une désillusion pour City, cette défaite face à Leverkusen. Guardiola a voulu faire tourner son effectif. Mais c'est vrai que après, c'est bien pour le Bayern qui galérait en ce début de compétition européenne et qui peut pourquoi pas aller gratter une place de barragiste. Qui revient plutôt pas mal aussi en Bundesliga, si je me trompe pas. Et puis, vu qu'on a un petit peu de temps ce soir, on peut aussi évoquer la désillusion barcelonaise, avec notamment encore un match qui va faire parler les détraqueurs du jeune Lamine Yamal, puisqu'il a été assez inexistant, hein, et puis une prestation plutôt aboutie, hein, par Chelsea qui a mis 3-0 au club catalan, et puis en plus avec un nombre de buts hors jeu assez conséquent, qui a montré une certaine fébrilité défensive, en tout cas chez le Barça. Ouais, on la découvre pas, cette fébrilité côté Barça. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Peut-être pas un 3-0 et une victoire claire, nette et sans bavure, mais c'est vrai que c'est un très bon Chelsea qu'on a vu, qu'on voit pas souvent en vrai en championnat, qu'on avait aussi découvert en soi lors de la Coupe du Monde des clubs en finale face au PSG. Donc c'est intéressant d'avoir cette équipe de Chelsea qui est capable d'élever son niveau de jeu comme ça, en fonction de l'adversaire et du prestige de la rencontre. Donc ouais, plutôt agréablement surpris par les Blues. Et puis sur le match, tu te fais vraiment pas peur, quoi. À part la première action au début de Ferran Torres qui vendange complètement son face à Robert Sanchez, le reste du temps, t'es pas inquiété. Comme tu le dis, tu marques but sur but qui sont malheureusement ils ont semblé avoir une espèce de maîtrise face au Barça, ce qui est assez rare, hein, qui est une équipe quand même qui aime bien avoir le ballon. Là, on a senti que c'était une équipe du Barça impuissante à Stamford Bridge. En tout cas, c'est une belle performance réalisée par les Blues. Et puis, je sais pas si les gars, vous avez des... Non, mais moi, juste pour finir sur le Barça, ça commence quand même à faire un peu beaucoup là en Ligue des Champions. Le dernier match, c'était Bruges. Ils avaient quand même réussi à faire match nul 3-3. C'est sûr que, pareil, le Barça, il va falloir montrer de meilleures choses pour la suite de la compétition, parce que pour l'instant, il y a eu une victoire face à Newcastle. On s'en rappelle. Bon, c'était plutôt attendu, mais ensuite Ils ont un calendrier qui semble leur être plutôt favorable, hein. Ils reçoivent Francfort, ils vont au Slavia Prague, et puis ils finissent par la réception de Copenhague. Ça pourrait faire 9 points sur 9, donc oui. Là il n'y a pas d'alarme pour le Barça, mais c'est vrai que dans le contenu ça semble être c'est un peu léger. Enfin, même le dernier match en championnat face au Real, ça s'est soldé par une défaite. Enfin, moi, je pense que, pareil, ce Barça-là, c'est pas le même que la saison dernière, et il va falloir qu'ils se réveillent un peu s'ils ont envie de mieux performer. Et on va conclure du coup sur cette belle phrase de Marin qui conseille un peu Hansi Flick. Et donc après ce débat bien animé comme on les aime, il est temps de souffler, et quoi de mieux qu'un peu une musique, hein, finalement. C'est bien cette fois-ci normalement Paris de Nono La Grinta. On se chauffe pour le PSG Tottenham de demain soir. Et voilà, après cette petite intermède musicale, on est prêt, on a hâte d'entendre une nouvelle chronique qu'on n'a pas toutes les semaines en plus dans le Campus Sport Club. Mais avant ça, place au jingle. Michael Olise, mystère, magie et maîtrise, portrait d'un talent à part. Et oui, donc vous l'aurez compris, on va parler d'un joueur dont notre chroniqueur Malo est assez fan. Indice, il a encore une fois performé ce week-end en marquant 2 buts et 3 passes décisives. Et oui Loïc, 2 buts, 3 passes décisives, une première depuis 2 ans dans les 5 grands championnats. Et en voilà une parfaite excuse pour parler de l'un des joueurs que j'aime le plus dans le monde du football, Michael Olise. Bien sûr pour son génie footballistique, mais pas que.
aussi pour sa discrétion en dehors des terrains. Certains parlent même de nonchalance, mais je pense que c'est cet aspect de sa personnalité qui renforce le mystère et donc la fascination autour du numéro 11 de l'équipe de France. Rappelons que Michael Akpovi Olise est né en 2001 et a grandi à Londres. Il est né d'une mère franco-algérienne ainsi que d'un père nigérian. Donc en plus d'être quelqu'un de nature assez réservée, le français n'est pas sa langue maternelle. Déjà qu'Olise prend très rarement la parole en anglais, alors quand il apprend pour parler en français, ça donne des moments parfois assez drôles, comme en juin dernier lorsqu'il était interrogé par Saber Defarge au micro de TF1. Vous réussissez un très bon début de saison avec le Bayern Munich et vous confirmez avec les Bleus. J'ai pas compris. Vous confirmez avec les Bleus votre très bon début de saison avec le Bayern. Ouais. Vous êtes heureux? Toujours aussi content? Je suis content. Dans cet extrait, on sent qu'il est pas vraiment à l'aise en français, mais surtout pas forcément à l'aise face aux caméras, face à la presse, répondre de manière très concise face aux journalistes. C'est la spécialité du Munichois. C'est ce qui lui a valu le surnom de Mister Nonchalant, qui le suit depuis tout petit et ce, dès l'internat, raconte Sean Conlon, formateur au sein de l'académie We Make Footballers, dans laquelle Michael Olise a été durant toute son adolescence. Donc cet aspect de sa personnalité est assez important dans le fait que la plupart des Français aiment le franco-britannique. Par exemple, les gars, je pense qu'ici on est tous d'accord sur le fait que le seul footballeur français que tout le monde aime sans aucun débat, c'est N'Golo Kanté, parce que dans sa communication, il est assez sobre et il est toujours hyper fort sur le terrain. Et c'est sur ça que j'ai envie de faire un parallèle avec Olise. Si talentueux et si discret. Parce qu'à contrario, en France, on aime moins les grandes gueules comme Kylian Mbappé ou plus anciennement Eric Cantona. Donc rien que pour cet attrait qui matche parfaitement avec le public, mais surtout la culture française, le choix de Michael Olise parmi ces 4 nationalités s'imposait tout naturellement, et ce, malgré le fait qu'il ait dû apprendre le français en très peu de temps. Sauf que Michael Olise, c'est ce qu'on appelle un faux timide. Manu Koné, coéquipier en équipe de France, dit au micro de Téléfoot qu'il cache bien son jeu. Parce que si justement c'est le moment de parler de son jeu, Michael Olise est la parfaite antithèse de l'image qu'il renvoie en dehors du terrain. Et qui d'autre que Vincent Kompany, son entraîneur au Bayern Munich, pour nous décrire Michael Olise. Je pense que Michael est un joueur très cérébral. Il pense beaucoup sur le terrain. Il est obsédé par les détails, par tout ce qu'il réalise, ses contrôles, ses passes. Il est vraiment de ces joueurs qui pensent constamment au jeu pour s'améliorer. Joueur très cérébral selon Vincent Kompany, car il est capable, comme on l'a beaucoup vu en équipe de France, de marquer, mais aussi de faire marquer. C'est simple, au lycée, cette saison, c'est 9 buts et 10 passes décisives. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le natif de Londres est plus qu'un simple tableau Excel dans lequel tu rentres des statistiques. C'est avant tout un feu follet qui fait lever des foules, qui provoque des émotions sur chacune de ses touches de balle, sur chacun de ses contrôles, sur chacun de ses dribbles. Et tout ça vient sûrement de son enfance, là où il a appris à jouer au foot, c'est-à-dire dans la rue. Il s'inscrit dans cette vague d'ailiers avec du feu dans les jambes, formé en Angleterre ces dernières années en les personnes de Bukayo Saka, Ademola Lookman ou encore Anthony Gordon. Maintenant, la prochaine échéance pour lui, c'est de briguer une place de titulaire en équipe de France au vu du Mondial 2026, essayer de reprendre le lourd fardeau d'Antoine Griezmann, c'est-à-dire celui du joueur créatif. Mais vous l'aurez compris, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse des danses Fortnite pour célébrer ses buts, comme savait si bien le faire Grisou. Non, au lycée, c'est un joueur discret en dehors des terrains, mais hyper expressif lorsqu'il doit dérouler son football. Eh ben, merci Malo pour ce portrait. On peut le débriefer un petit peu. Moi, tu as parlé d'un joueur que tu affectionnes et à la fin, tu m'offres l'occasion, moi aussi parfaite, de débattre un tout petit peu sur un joueur que j'aime profondément, qui est Antoine Griezmann. Les gars autour de la table, est-ce que vous pensez que Michael Olise peut être une forme de relève en tant que numéro 10 et pas en tant qu'ailier, là où il performe le plus au Bayern? En tant que numéro 10, ça sera jamais pareil, évidemment, mais est-ce qu'il peut apporter cette touche de créativité et faire du bien au milieu de terrain et tout en faisant les efforts défensifs demandés par Deschamps? Est-ce que vous y voyez une relève en fait? C'est vrai qu'il impressionne actuellement en équipe de France, ça c'est certain. Est-ce qu'il nous fait penser d'une certaine manière à Antoine Griezmann? On pourrait le dire en effet. C'est assez impressionnant ce qu'il fait en ce moment en équipe de France.
Non, en vrai, j'ai pas j'ai pas trop d'inspi sur. Non, mais est-ce que sinon, Marin continue sinon Ouais, en numéro 10, pourquoi pas, la relève de Griezmann, on peut y penser. Après, il n'a pas encore imposé une place de titulaire indiscutable. Il y a aussi Cherki dans l'équation. Est-ce que Cherki prendra la place de numéro 10 à la place d'Olysée ? Est-ce que les deux se tireront un peu la bourre pour prendre le poste ? Ou est-ce que Olysée sera finalement replacé en tant qu'ailier dans le plan de Deschamps ? Ça, c'est des questions pas forcément encore répondre. En tout cas, Olysée, il marque des points forcément en ce moment. Et puis c'est un joueur qui a une vraie classe comme pouvait l'avoir Griezmann, très très bon techniquement, autant dans les dribbles que même sur les coups de pied arrêtés. Moi je me rappelle de son but face à la Croatie sur un coup franc qui était vraiment magnifique au printemps dernier. Donc moi en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. C'est un joueur que je trouve très élégant, très propre techniquement. Donc est-ce que sa timidité ou sa forme de réserve naturelle, ça lui joue pas un tour aussi peut-être dans les récompenses individuelles, puisque ça avait fait un petit peu débat l'année dernière où il avait été un petit peu oublié malgré des statistiques assez affolantes. Est-ce que vous pensez aussi peut-être qu'aujourd'hui il faut vachement se montrer qu'on est là pour aussi décrocher des performances individuelles, ou alors pas du tout? Forcément, ça joue de se montrer, de s'exposer, comme le fait par exemple au même poste Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui est à peu près avec les mêmes statistiques que Michael Olise la saison dernière a fini deuxième du Ballon d'Or. Donc c'est sûr que je pense que ça pourrait peut-être lui jouer préjudice, mais je pense que c'est aussi à double tranchant, parce que sinon tu peux également avoir cette image du gars assez cool, du mec chill, comme l'avait N'Golo Kanté, j'en ai parlé durant le portrait. Un peu du bad boy, comme là un petit peu désormais Lamine Yamal aussi. Ouais, mais Lamine Yamal à l'inverse, lui qui est plus un joueur très expressif et qui se montre beaucoup, quoi, qui met sa vie privée en avant et qui en a pas peur, alors que lui au lycée c'est totalement l'inverse. On sait à peine à quoi ressemblent ses parents, donc c'est assez donc je sais pas si ça pourra lui porter préjudice, à voir. Moi je trouve qu'il a le talent d'un futur Ballon d'Or, ça j'en suis intimement persuadé. Et puis après, juste pour finir, on a eu en équipe de France un exemple d'un numéro 10 assez discret dans ses déclarations qui a marqué l'histoire, qui s'appelle Zinedine Zidane. Donc aussi, ouais. Moi j'ai envie de dire que ça changera pas grand chose. S'il a du talent, il saura briller. On va finir sur ce beau parallèle de Marin qui nous en réserve plusieurs donc dans cette émission. Et donc en tout cas, merci Malo pour ce portrait. Moi je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre quelques détails sur le store. Et maintenant c'est le moment de Martin, notre Reggie Man, qu'on remercie d'ailleurs pour ce service et qui va nous présenter les événements à ne pas manquer de la semaine. Mais avant ça, on écoute son jingle. Le temps additionnel vient de démarrer. Les immanquables, c'est maintenant, dans le Campus Sport Club. Et ce soir, on a eu le droit à une soirée de LDC un peu pauvre en but par rapport à celle des dernières journées. Et alors demain, on espère avoir retrouvé plus de buts avec quelques affiches alléchantes, avec notamment un gros choc. Les Gunners reçoivent le Bayern de Munich sur Canal+ à 21h et le PSG reçoit un Tottenham qui s'est fait justement briser par les Gunners ce week-end 4-1. Toutes les autres affiches de LDC sont à retrouver sur Canal+ et également sur le multiplex. Pour continuer sur le football européen, on va se focaliser sur le programme de nos clubs français en Europa League et Conference League de ce jeudi. La soirée commence à 18h45 avec Lille qui reçoit le Dynamo Zagreb. Un match important car seulement un point sépare les deux équipes. Dans le même temps, les Niçois, eux, se déplacent à Porto, avant-dernier d'Europa League. Ça s'annonce compliqué pour eux. Et pour finir sur cette Europa League, Lyon se déplace en Serbie pour y affronter le Maccabi Tel Aviv à 21h. Dans le même temps, c'est également l'affiche de la soirée côté club français, en tout cas de mon côté, puisque Strasbourg reçoit Crystal Palace en Conference League. Une affiche qui s'annonce spectaculaire entre deux équipes qui jouent de l'avant. Match à retrouver sur Canal+ et tous les autres également. Toujours du ballon rond mais féminin cette fois. Vendredi soir, les Bleus jouent la 3e place de la Ligue des Nations contre la Suède. Ce match aller sera diffusé sur France 4 à partir de 21h10. Et pour finir sur les affiches de football, on va se concentrer ce week-end sur celle de Ligue 1. Le choc de week-end sera retrouvé samedi à 17h sur BeIN 1. Monaco reçoit le PSG.
L'heure de revoir Paul Pogba peut-être, comme on en a parlé dans cette émission. L'OM recevra Toulouse plus tard dans la soirée à 21h pour continuer à mettre la pression sur les Parisiens. Puis nos deux clubs nordistes qui complètent le top de cette Ligue 1 joueront dimanche à 17h15. Lens va à Angers et le LOSC va rendre visite au Havre. Et en tout cas, dernier mot pour finir sur le football, que c'est un bon plan gratuit. Samedi, c'est aussi soir de finale puisque c'est la finale de la Copa Libertadores entre deux clubs brésiliens, Palmeiras et Flamengo. Et donc, c'est à retrouver sur la chaîne Twitch ou YouTube de Zach Nani à partir de 22h de manière complètement gratuite. On en parle rarement, mais c'est la chronique parfaite pour en parler. L'équipe de France féminine de handball fait son entrée dans le championnat du monde vendredi à 20h30 contre la Tunisie. Match à retrouver sur Beansport. Elles joueront ensuite leur deuxième journée contre la Chine dimanche à 18h. Augustin en a parlé dans les résultats et ça va être à suivre sur cette fin de saison. C'est ce dimanche à 17h se déroule l'avant-dernier GP de la saison en Formule 1. Une occasion parfaite pour Red Bull et Max Verstappen de mettre la pression sur les McLaren et essayer de venir renverser le classement du championnat du monde. C'est un GP à retrouver comme à chaque fois sur Canal+. Puis ce week-end, c'est également le début de la Coupe du Monde de biathlon à Östersund en Suède. Début samedi à 13h30 avec le relais femmes, puis rendez-vous à 16h20 pour le relais hommes. Dimanche à 14h15, on retrouvera le relais simple mixte, puis à 16h30 le relais mixte. L'ensemble du week-end est à suivre sur Eurosport 1 ou la chaîne L'équipe. Et pour continuer dans les sports d'hiver, cette semaine marque le premier Super G de la saison en Coupe du Monde de ski alpin à Copper Mountain aux États-Unis. C'est à retrouver à partir de 18h demain sur Eurosport 1. Le reste du week-end sera également à retrouver sur Eurosport pour des slaloms principalement. Alors j'ai une petite question pour vous messieurs parce qu'il nous reste du temps. Quel est votre programme de la semaine? Vous allez vous brancher sur quoi particulièrement? Moi, classiquement, je pense que demain, on va tous regarder la LDC, notamment, si tout le monde ici, je pense, va regarder PSG Tottenham, moi, je serai plus attentif à l'Atlético qui affronte l'Inter. Je pense que ça va être un beau match à Madrid et j'espère voir Antoine Griezmann, selon mon avis, qu'on ne doit surtout pas comparer encore à Michael Olise, performer demain. Pour ma part, outre la Coupe d'Europe mercredi puis jeudi, ce week-end, clairement, c'est la Formule 1 qui sera mise dimanche pour voir si Norris gagnera le championnat ou il y aura encore du suspense pour le prochain week-end à Abu Dhabi. Ouais, moi pour ma part, ça va être surtout Ligue des Champions, assez classiquement. Franchement, j'ai assez hâte de voir ce que va donner le PSG après une belle victoire de Marseille. Pourquoi pas un autre club français demain? Malo, tu vas t'offrir une petite finale de Copa Libertadores c'est ce que j'allais dire, mais moi je vais la regarder, je pense. Ouais, souvent c'est des matchs assez sympas à regarder, en tout cas, il y a une intensité. Beaucoup de spectacles, aussi beaucoup de spectacles, des gros tacles. Et des beaux drills aussi, parce que c'est du Brésil. Donc on regardera, on se branchera samedi soir. Belle ambiance aussi. C'est ça, ouais. Finale. Bon, en tout cas, les gars, merci Martin pour ces immanquables et toute la team pour cette émission. Personnellement, je me suis régalé. Je trouve que malgré l'absence du cadre de l'émission, on a été plutôt bon. Et j'espère que auditeurs, auditrices, vous en ressortez éclairés sur l'actu sportive. Je sais pas, les gars, comment vous l'avez vécu, mais moi, j'ai trouvé ça bien. Et puis... J'ai beaucoup aimé cette émission avec Loïc Omanette. Ça fait plaisir. Paco CBLM, donc c'est cool. Et voilà, j'ai volé son poste ce soir, mais je ne volerai pas son expression, donc je serai assez simple et concis. Portez-vous bien, bonne semaine à tous, et puis bonne soirée de Ligue des Champions. Salut. À plus.